Nous allons à présent passer à l'étude de l'électromagnétisme dans la matière à proprement parler et nous allons écrire donc les équations de Maxwell dans un matériau. Alors le problème central de l'étude de la propagation des champs électromagnétiques dans la matière est que eh bien, la matière est quelque chose par définition d'assez complexe puisque ceci implique un très très grand nombre de particules, des protons, des électrons, puisque les charges élémentaires ici vont être importantes. Et par ailleurs, l'allure du champ électrique ou du potentiel électrique à l'intérieur de la matière est extrêmement singulière, puisque, on l'a représenté sur ce graphe ici, la matière est constituée donc de charges positives et négatives, donc des protons, des électrons, et à chaque fois que l'on passe sur un proton ou un électron, eh bien le potentiel électrostatique ou le champ électrique diverge comme ceci, ce qui donne un profil extrêmement chahuté au champ électrique ou au champ magnétique dans la matière. Alors évidemment, cette complexité est un peu superflue puisque dans la plupart des cas, enfin, dans de nombreuses situations, on s'intéresse à des phénomènes physiques qui se déroulent sur des échelles de longueur qui sont très très grandes devant les échelles interatomiques et donc qui ne sont pas sensibles à toute cette complexité. L'exemple caractéristique, le plus typique, c'est la propagation d'une onde électromagnétique dans le domaine visible à l'intérieur d'un matériau diélectrique tel que le verre, puisque la longueur d'onde du visible correspond à quelques centaines de nanomètres, et les distances interatomiques correspondent plutôt à des angstroms. Et donc la matière n'est pas vraiment sensible, la lumière pardon, n'est pas vraiment sensible à toutes ces singularités dans le champ électromagnétique. Donc l'idée est de se débarrasser de toutes ces singularités en réalisant un lissage du champ électromagnétique sur une échelle de longueur sigma qui va être intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle du phénomène physique que l'on va considérer, typiquement la longueur d'onde du rayonnement qui va se propager dans le matériau que l'on considère. Donc cette approche va être tout à fait justifiée dans le cas de la propagation d'une lumière dans le domaine optique, dans le domaine visible, puisque comme on l'a dit, on va être dans une gamme de longueur d'onde qui va être de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, comparé à l'angstrom. Donc si on prend sigma pour la longueur de moyen-âge qui va être de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, on, la procédure va fonctionner, va permettre de lisser toutes ces singularités. En revanche, si on s'intéresse à la diffraction de rayons X sur un cristal, et bien là, la longueur d'onde de la lumière utilisée va être justement de l'ordre de l'angstrom, et donc la procédure de lissage ne va pas fonctionner dans ce cas-là, puisqu'on va à la fois lisser le champ électromagnétique de la matière, mais aussi le champ électromagnétique qui se propage à l'intérieur de la matière. Donc l'idée, c'est ça, c'est lisser euh, les grandeurs sur des échelles qui vont être intermédiaires entre la longueur d'onde du rayonnement et les distances interatomiques. Donc en pratique, comment procède-t-on? Donc on va considérer une fonction de lissage, W, qui est une fonction en cloche, d'allure générique un peu arbitraire, ça peut être une gaussienne, ça peut être une lorentzienne, ou ce que vous voulez. On impose simplement à son R d'être égal à 1, de façon à ce que lorsqu'on moyenne une charge, eh bien, la charge moyennée conserve la même valeur. Et on va lui donner une largeur sigma qui va être très grande devant les échelles atomiques, et donc, comme on le verra, très petite devant l'échelle du phénomène physique que l'on va regarder. Et donc on va définir la valeur moyenne de toute grandeur physique A comme étant le produit de convolution de W avec A, c'est-à-dire l'intégrale sur R' de W de R moins R' fois de R'. Et puis donc, comme je l'ai dit, l'intégrale sur tout l'espace de W doit être égale à 1. Alors, l'interprétation de cette procédure est bien un effet de lissage, c'est-à-dire que si je prends pour A de R un Dirac, c'est quelque chose qui est localisé au point R0, comme ceci, et bien quand on va calculer A bar, on va devoir calculer l'intégrale de D3R' de W de R moins R' fois delta de R' moins R0. Quand on va intégrer sur R', le Dirac va sélectionner R' égale R0, et donc on obtient W de R moins R0. Donc ça veut dire que toute singularité en Dirac va être étalée avec W qui est la fonction d'étalement. Donc on réalise bien le programme qui était annoncé, c'est-à-dire d'avoir une fonction de lissage sur une échelle de l'ordre de sigma.
Alors, une propriété importante de cette procédure de convolution, c'est que l'allure de W est peu importante lorsque on travaille justement sur des phénomènes physiques qui ont une extension caractéristique qui est très grande devant la taille sigma de W. Puisqu'à ce moment-là, ce que l'on peut montrer, c'est que, quelle que soit l'allure de W, eh bien, la valeur de A bar est indépendante du choix exact de W. Donc à condition d'avoir un phénomène physique qui a une extension grande devant sigma, et sigma elle-même grande devant la distance interatomique. Par ailleurs, une autre propriété qui va être encore plus importante, c'est le fait que la dérivée spatiale ou temporelle commute avec l'opération de Moyen-Âge, c'est-à-dire que la dérivée par rapport à x, y, z ou t de A bar va être égale à la valeur moyenne de la dérivée par rapport à ces coordonnées de A. Donc cette propriété n'est pas très compliquée à démontrer. On va commencer par son incarnation la plus simple, qui est la dérivée temporelle. Donc si je regarde la dérivée par rapport au temps de A bar, c'est la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur d3r' de W de R moins R' de A de R' et du temps. Et donc on va faire entrer la dérivée par rapport au temps à l'intérieur du signe somme, et on remarque que le temps n'intervient que dans A, donc ceci n'est autre que l'intégrale sur R' de W de R moins R' fois la dérivée par rapport au temps de A, et ce qui est par définition est la valeur moyenne de d rond A sur d rond T. Donc on montre bien ici la commutation entre l'opération de lissage et l'opération de dérivée par rapport au temps. Alors pour démontrer que les dérivées spatiales commutent aussi avec l'opération de lissage, nous avons juste besoin d'une propriété qui est bien connue, qui est que le produit de convolution est un produit qui est commutatif, c'est-à-dire que W convolue avec A est égal à A convolue avec W. Dit autrement, cela veut dire que l'intégrale sur d3r' de W de R moins R' fois A de R' est égale à l'intégrale sur d3r' de A de R moins R' fois W de R'. Ce qui se démontre très facilement en changeant simplement, en posant ceci comme étant la variable R seconde, et donc ceci devient R moins R seconde. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire la dérivée par rapport à une coordonnée, disons x, de W convolue avec A, on peut aussi calculer la dérivée par rapport à x de A convolue avec W. Donc ceci est la dérivée par rapport à x de l'intégrale sur d3r' de A de R moins R' fois W de R'. Or lorsqu'on va dériver par rapport à x, eh bien on voit que x n'intervient que ici, que dans A, et donc ceci va être égal à l'intégrale sur R' de d rond x de A évalué en R moins R' fois W de R', et donc ce qui n'est rien d'autre que eh bien, la valeur moyenne de la dérivée de A par rapport à x. Donc on voit là aussi que les dérivées par rapport aux coordonnées spatiales commutent avec l'opération de lissage. Donc ça nous permet d'écrire les équations de Maxwell sous forme moyennée. Donc on reprend les équations de Maxwell habituelles, divergence E égale ρ sur epsilon 0, divergence P égale 0, etc. On les moyenne, c'est-à-dire qu'on va prendre le produit de convolution à gauche et à droite avec la fonction de lissage W, et ici on va obtenir ρ bar et puis J bar, et ce que l'on voit aussi, c'est que l'on peut faire rentrer l'opération de convolution à l'intérieur des opérations de dérivée spatiales et temporelles, et donc on obtient des équations qui ne portent que sur les grandeurs moyennées, divergence de E bar égale ρ bar sur epsilon 0, divergence de B bar égale à 0, rotationnelle de E bar égale moins d rond B bar sur d rond T, et rotationnelle de B bar égale mu 0 J bar plus 1 sur C2, d rond E bar sur d rond T. Alors ces équations sont parfaitement exactes, elles ne font absolument aucune hypothèse à part la linéarité des équations de Maxwell, et les hypothèses physiques qui sous-tendent l'approche que nous suivons, c'est-à-dire le fait que l'on a une échelle intermédiaire entre les phénomènes physiques que l'on regarde et les échelles atomiques, vont intervenir lorsque nous allons nous intéresser à la forme précise de ρ bar et J bar. Donc à partir de maintenant, nous allons nous intéresser essentiellement aux sources, ici,
les sources de charge et les sources de courant dans la matière. Alors en pratique, on distingue deux catégories de charges, de particules dans la matière. Cette distinction est assez, enfin, dans une certaine limite arbitraire, mais a quand même une origine physique tout à fait justifiée. Alors, on va distinguer les charges libres, qui sont les particules qui sont libres de se déplacer sur des grandes distances, par exemple des électrons de conduction dans un métal. Donc typiquement ces charges libres, on peut, si on considère que c'est effectivement des électrons de conduction, on peut les contrôler de l'extérieur à l'aide de générateurs de courant ou de tension qui nous permettent donc de déplacer des électrons dans un conducteur. L'autre catégorie de charges, ce sont les charges liées, qui elles sont astreintes à rester à proximité d'édifices neutres, électriquement neutres, qu'on va conventionnellement appeler des molécules. Donc c'est typiquement des noyaux et des électrons à l'intérieur d'une molécule. La différence entre ces deux catégories, les charges liées et les charges libres, c'est que les charges liées ne peuvent pas se déplacer sur des grandes distances. Elles ne peuvent se déplacer que sur des distances de l'ordre des échelles atomiques, c'est-à-dire de l'ordre de quelques angstroms. Au contraire, des charges libres qui peuvent en principe se déplacer sur de grandes distances. Alors, pour vous souligner certains degrés d'arbitraire qu'il y a dans cette distinction, si l'on s'intéresse au régime alternatif, c'est-à-dire la réponse de charge à un champ électrique oscillant dans le temps, eh bien, on comprend assez aisément que lorsque la fréquence du champ électromagnétique est très grande, eh bien, le mouvement des charges liées va être figé va être figé puisque du fait de l'inertie des électrons, eh bien, ils ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent pas suivre le champ électrique qui va les exciter. Et donc, lorsqu'on va regarder des charges libres à grande fréquence, l'extension de leur mouvement va être relativement faible et on va pouvoir, dans un certain sens, les représenter comme étant des charges liées. Donc tout ça pour dire que la distinction charge libre et charge liée est, dans un certain sens, arbitraire, et ce qui compte en réalité, c'est l'extension du mouvement des charges que l'on va regarder. Si les particules se déplacent sur des très grandes distances, on va les considérer comme étant libres. Si elles ne peuvent se déplacer que sur de courtes distances, on va les considérer comme étant libres. En tous les cas, si on suppose que les charges liées sont effectivement des charges qui sont confinées dans des édifices moléculaires, leurs propriétés vont essentiellement définies par la chimie du matériau que l'on va considérer, et donc un expérimentateur extérieur n'aura pas vraiment de contrôle direct sur leurs propriétés. Donc c'est pour ça que nous allons nous focaliser sur ces grandeurs-là, sur cette famille de charges-là. Donc on va écrire que la densité de charge, ρ, va se mettre sous une somme, la densité de charge libre et la densité de charge liée. Et les charges liées vont être décrites de la façon suivante. Donc on va considérer qu'on a des molécules qu'on va indicer par M. Et on va appeler Rm la position du centre de masse de cette molécule, et UMI la distance, la position d'une particule I à l'intérieur de cette molécule. Donc les particules I peuvent être soit le noyau des atomes à l'intérieur de la molécule, soit les électrons à l'intérieur de la molécule. Et donc la densité de charge liée va être simplement la somme des densités de charge associées à chacune des particules individuelles. Donc UMI, la charge de la particule I à l'intérieur de la molécule M, fois la densité associée à cette particule, c'est-à-dire delta de R moins Rm moins UMI, donc ça c'est la position de la particule à l'intérieur de la molécule. La densité de courant va prendre une forme tout à fait similaire. Une densité de courant, c'est une densité de charge, donc Q fois le delta, fois la vitesse de la particule. On va faire l'hypothèse que les molécules sont dans l'ensemble immobiles, donc Rm ne change pas, et que ce sont les charges qui se déplacent à l'intérieur de la molécule. Donc essentiellement, c'est justifié par le fait que ce sont les électrons qui répondent au champ électrique extérieur, puisqu'ils sont légers, alors que les noyaux, eux, sont fixes. Et les noyaux vont définir en gros la position du centre de masse de la molécule. Donc c'est pour ça que la vitesse ici est uniquement la vitesse des électrons.
Alors maintenant, nous allons faire intervenir cette hypothèse qui est que l'extension de la fonction de lissage est grande devant la taille des molécules, et ce qui va nous permettre de simplifier les expressions de ρ, particulièrement de ρ bar et de j bar. Alors regardons dans un premier temps la densité de charge. Ρ, nous avons dit que c'était la somme sur m et sur i de QMI fois delta de R moins Rm moins UMI. Donc ce que nous avons vu aussi, c'est que lorsque l'on a un Dirac, delta bar est simplement égal à W, ce qui veut dire que par linéarité, ρ bar va être la somme sur M et sur I de QMI fois W de R moins Rm moins UMI. Et donc l'hypothèse que nous avions faite était que la largeur de W, c'est-à-dire sigma, est très très grande devant UMI, qui est donnée essentiellement par la taille de la molécule. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir développer W à l'ordre 1 en UMI, et donc ceci va être égal à, premier ordre, à somme sur M et sur I de QMI de W de R moins Rm moins UMI fois le gradient de W évalué en R moins Rm. Alors, donc ce ρ bar, va être la somme de deux termes à cet ordre-là. Ça va être une somme sur M de W de R moins Rm fois la somme sur I des QMI moins la somme sur M des QMI fois UMI fois gradient de W en R moins Rm. Alors ce que l'on voit, c'est que le premier terme ici, somme sur I des QMI, va être égal à 0, puisque on a dit que les molécules étaient des édifices neutres électriquement, et donc la somme sur toutes les charges à l'intérieur d'une molécule M donnée doit être égale à 0. Dans le terme suivant, ici, on voit que le gradient de R, ici, R n'intervient que dans W, donc on va le sortir de la somme, et donc ceci va servir comme un moins gradient par rapport à R, d'une somme sur M, de W de R moins Rm fois une somme sur I de QMI fois UMI. Le terme qui est ici, somme sur I des QMI fois UMI, correspond au dipôle électrique de la molécule M. En effet, il est constitué d'une somme de la charge de la particule I fois le déplacement de la particule I par rapport au centre de masse de la molécule. C'est ce qu'on va pouvoir appeler donc PMI, le dipôle de la particule I, et donc cette somme est ici égale à la somme des dipôles élémentaires PM. Donc on va définir un P vecteur bar comme étant la somme sur M des W de R moins Rm fois PM, et donc c'est la valeur moyenne d'un vecteur P sur la barre qui serait somme sur M des delta de R moins Rm fois PM. Donc l'interprétation est évidente, puisque delta de R moins Rm, c'est la densité de molécules au point R, et PM, c'est le moment électrique, pardon, moment dipolaire électrique de chacune des molécules. Donc P, c'est la densité de moments dipolaires moléculaires à l'intérieur du milieu. Et donc P bar, c'est la densité de moments dipolaires lissés avec la fonction W. Et donc ce que l'on voit, c'est que la densité de charge liée va s'écrire simplement moins divergence de ce P bar. La densité de courant liée est un petit peu plus subtile, et comme on le verra, on ne la calculera pas de façon complète. Donc si on prend l'expression que nous avions vue, J lié, c'est la somme sur M et sur I de QMI fois UMI point fois delta de R
moins Rm moins UMI. Donc si l'on lisse, comme tout à l'heure, ceci, J lié bar, va être égal à la somme sur M et sur I de QMI fois UMI point delta W, pardon, W de R moins Rm moins UMI. Et donc comme précédemment, on va développer le W à l'ordre 1 en UMI, et donc ceci va être égal à la somme sur M et sur I de QMI fois UMI point W de R moins Rm moins somme sur M et sur I QMI de UMI point multiplié par UMI gradient de W de R moins Rm. Alors le premier terme, on le reconnaît aisément puisque c'est la dérivée par rapport au temps de la somme sur I des QMI, UMI, W de R moins Rm, qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur P bar que nous avions vu sur la diapositive précédente. Le terme suivant est un petit peu plus délicat à estimer. Donc regardons-le, donc on doit calculer la somme sur M et sur I de QMI fois UMI point fois UMI scalaire le gradient de W. Alors ça c'est en réalité le début d'un double produit vectoriel et nous allons écrire ça de la façon suivante, ça va être 1/2 de somme sur M et sur I de QMI UMI point fois UMI gradient de W moins UMI fois UMI point gradient de W plus 1/2 de la même chose mais avec un plus. Alors on ne va pas regarder le deuxième terme parce que en réalité ce deuxième terme, ce que l'on pourrait montrer, c'est que c'est une dérivée totale, donc qui ressemble au terme qui était là, et la dérivée totale qui intervient, en fait, c'est la dérivée de la densité de quadrupôle électrique dans la matière. Alors pourquoi est-ce que le quadrupôle électrique arrive dans ce terme-là? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas complètement cohérents dans notre approche quand on arrive à cet ordre-là, puisque ici vous voyez que nous faisons intervenir des termes d'ordre 2 en U, alors que dans l'étude de ρ, nous étions arrivés à l'ordre 1 dans le développement en U. Donc si on voulu être complètement cohérent entre le calcul de J ici et le calcul de ρ, il faudrait aller à l'ordre 2 aussi dans le calcul de ρ, ce qui ferait intervenir donc des éléments, une densité de quadrupôle électrique, et c'est la dérivée par rapport au temps du quadrupôle électrique que l'on fera apparaître ici, exactement comme ici on a la dérivée par rapport au temps du dipôle électrique. Donc si on s'arrête simplement à la dérivée si on s'intéresse simplement à l'approximation dipolaire pour la réponse, la densité de charge, eh bien on n'a pas besoin de considérer ce terme-là. Donc on ne va pas le regarder. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver un traitement complet, par exemple dans les notes de cours de Jean-Michel Raymond. Nous allons en revanche nous focaliser sur celui-ci, qui est plus intéressant et qui va apporter une physique nouvelle associée au magnétisme. Alors, ce que l'on reconnaît ici, c'est comme je disais, c'est un produit vectoriel, et donc ce que l'on voit, c'est que le courant lié, moyenné, va s'écrire comme T rond P bar sur D rond T, moins 1/2 de somme sur M et sur I de QMI fois le gradient de W vectoriel UMI point vectoriel UMI. Ce que l'on va pouvoir écrire de la façon suivante, c'est D rond P sur D rond T
plus un rotationnel de m bar, où m bar va être égal à 1/2 de somme sur m et sur i de QMI, UMI, vectoriel UMI point. Fois W de R moins RM. Alors, de façon analogue à ce que l'on avait vu pour la densité de courant, ou la densité de charge, pardon, où la densité de charge était reliée au gradient de la densité de moment dipolaire électrique, eh bien M va correspondre à une densité de moment dipolaire magnétique. Si vous vous souvenez, l'expression d'un dipôle magnétique élémentaire, c'est M égale 1/2 de l'intégrale de D3R' fois R' vectoriel J en R'. Donc pour une particule seule, J en R' va être égal à Q, delta de R' moins R, si R est la position de la particule, fois la vitesse de la particule. Et donc lorsque l'on va intégrer sur R', le Dirac va sélectionner R' égale R, et donc on voit que M est égal à 1/2 de R vectoriel V fois Q. Et donc c'est exactement ce que l'on a ici, Q, R vectoriel, la vitesse de la charge. Donc ça c'est le moment magnétique associé à la particule I à l'intérieur de la molécule. Donc quand on va faire la somme sur I, eh bien, on va avoir le moment magnétique total de la molécule, et ensuite ceci va nous donner simplement la densité de molécules. Et donc au total, ce que l'on voit, c'est que ce vecteur M, qu'on appelle l'aimantation, correspond à la densité volumique de moment magnétique dans le matériau. Donc on a résumé ici ce que l'on vient de montrer. Donc la densité de charge liée moyennée s'écrit comme moins la divergence de ce vecteur P. Ce vecteur P est lui-même la version moyennée de ce vecteur-ci ici. Et donc ceci correspond à la distribution, la densité de dipôles électriques, ou ce qu'on appelle la polarisation diélectrique du milieu. Pour la densité de charge liée, elle va s'écrire comme la dérivée par rapport au temps de P, donc qui correspond au courant associé au mouvement des charges à l'intérieur de la molécule, plus le rotationnel de M, où M donc s'écrit comme ceci, elle a des positions et des vitesses des particules élémentaires à l'intérieur des molécules. Et donc ceci correspond à une densité de dipôle magnétique qu'on appelle aussi l'aimantation du milieu. Donc si on injecte cette forme dans les équations de Maxwell, donc on va avoir divergence E égale ρ sur epsilon 0. Donc ρ sur epsilon 0 va s'écrire comme les ρ liés sur epsilon 0 plus les ρ libres sur epsilon 0. Les ρ liés vont se mettre sous la forme d'une divergence qu'on va pouvoir inclure dans le terme en divergence E. Et donc on va avoir quelque chose qui est écrit sous la forme divergence D égale ρ libre sur epsilon 0, où D est égal à epsilon 0 plus P. Divergence B égale à 0 n'est pas changée. Rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T n'est pas changé. Pour l'équation rotationnelle de B égale mu0J plus d rond E sur d rond T, on voit que le d rond P sur d rond T peut être inclus dans le d rond E sur d rond T et fait apparaître le d rond D sur d rond T de nouveau, donc ce vecteur déplacement. Et le rotationnel de M peut être inclus dans le rotationnel de B qui est là, pour faire apparaître l'excitation magnétique qui est définie par H égale B sur mu0 moins M. Et donc voilà les équations de Maxwell dans la matière. Elles prennent cette forme-ci. 4 équations qui vont lier D, B, E et H, où D et H font intervenir les polarisations et l'aimantation du matériau. Alors, de la même façon que les équations de Maxwell standard sont associées à des relations de passage pour les champs électriques et les champs magnétiques à une interface dans laquelle il y a une distribution surfacique de charge et de courant, eh bien, ces équations de Maxwell dans la matière prédisent certaines relations de passage pour les vecteurs E, B, D et H aux interfaces. Donc, à présent, on va voir des distributions surfaciques de courant libre et de charge libre. Les équations de divergence B égale à 0 et rotationnelle de E égale moins d rond B sur d rond T étant inchangées, on a toujours le fait que la composante normale de B est continue à une interface et que la composante tangentielle de E est continue à une interface.
En revanche, divergence E égale ρ sur epsilon 0 est changé en divergence D égale ρ libre, ce qui veut dire que c'est la composante normale de D qui va être discontinue, et la discontinuité est proportionnelle à la densité surfacique de charge libre. De façon similaire, l'équation rotationnelle de B égale mu0J est transformée en rotationnelle de H égale J, ce qui veut dire que c'est maintenant la composante tangentielle de H qui va être discontinue avec une discontinuité qui est proportionnelle à J. Alors, si on peut réinterpréter ça de la façon suivante. Donc, si l'on considère une interface comme ceci, avec simplement deux milieux 1 et 2, et en l'absence de distribution de charge et de courant. Donc il y a sigma libre égale à 0, J libre égale à 0, mais on a deux milieux, donc ça veut dire que on a des polarisations P1 et P2 qui sont distinctes, et des aimentations M1 et M2 qui sont a priori distinctes. Donc ce que l'on voit, c'est que, par exemple pour D est continu, comme on l'a dit, il n'y a pas de distribution de charge libre à l'interface, ce qui veut dire que epsilon 0 E1 plus P1 scalaire n est égal à epsilon 0 E2 plus P2 scalaire n. Or, si P1 et P2 sont différents, ici, cela veut dire nécessairement que E1 et E2 sont différents. On va avoir que epsilon 0, E1 moins E2 est égal à epsilon on va voir que epsilon 0 E1 moins E2 est égal à P2 moins P1 divisé par n. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une discontinuité du champ électrique à l'interface entre ces deux milieux de polarisation P2 et P1. Or, ce que l'on a vu dans la discussion des équations de Maxwell en électrostatique, c'est que ces discontinuités de champ électrique étaient en fait associées à une distribution de charge surfacique à cette interface. Donc ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a une discontinuité de la polarisation dans un milieu, par exemple lorsqu'on passe d'un milieu polarisé vers le vide, eh bien les charges liées vont se comporter comme une densité surfacique de charge à l'interface entre les deux milieux. De la même façon, si on raisonne sur les champs magnétiques, la continuité de H parallèle nous dit que B1 sur mu0 moins M1 parallèle est égal à B2 sur mu0 moins M2 parallèle. Et donc si M1 et M2 sont distincts, cela veut dire que B1 et B2 parallèles sont distincts. Et ce que nous avons vu en magnétostatique, c'est une discontinuité de B1 et de B2 pouvait être associée à une distribution de courant surfacique. Donc au passage entre deux milieux magnétiques, donc d'aimantations différentes, M1 et M2, correspond à une distribution de courant surfacique des charges libres. Alors si on considère le cas particulier où, disons, le milieu 2 c'est le vide, et donc en P1 on va voir, enfin dans le milieu 1 on va avoir une polarisation diélectrique P et une aimantation M, et bien ce que ces expressions nous disent, c'est que on va avoir une distribution de surfacique de charge sigma qui va être égale à P scalaire n, et une distribution surfacique de courant qui est égale à M vectoriel n. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ces constatations? Imaginons que l'on ait ici un milieu qui soit homogène, dans lequel on a une polarisation qui est uniforme, donc on a des dipôles comme ceci, qui sont tous alignés dans la même direction, qui sont uniformes. Ce que l'on voit, c'est qu'en volume, eh bien, donc, chaque dipôle est constitué d'une charge négative et d'une charge positive. La charge positive qui est ici est compensée par la charge négative qui est là. Donc en volume, il n'y a pas de distribution de charge, ce qui correspond au fait que quand P est uniforme, la divergence de P est égale à 0, et donc la densité de charge liée est égale à 0. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'aux extrémités, ici, on a des charges positives non compensées, et là, des charges négatives non compensées. Et donc on comprend bien pourquoi est-ce que cette distribution peut être représentée par une distribution surfacique
de charge positive ici, et négative là, qui correspond à P scalaire n. N est comme ceci, sur cette surface, donc P scalaire n est positif. N est dans l'autre direction, ici, donc P scalaire n est négatif ici. Pour les courants, c'est assez similaire. Imaginons que l'on ait une distribution de moments dipolaires que je représente par des spires comme ceci circulaires. À l'intérieur du volume, si toutes les spires sont identiques, les courants ici et là se compensent, ce qui correspond donc à une distribution de courant volumique qui est égale à 0. Et effectivement, lorsque m est égal à 0, le rotationnel de m est égal à 0, et donc il n'y a pas de distribution de courant volumique à l'intérieur du matériau. En revanche, ce que l'on voit, c'est que sur les bords, eh bien, on a un courant qui va s'écouler comme ceci. Donc il y a une spire macroscopique, une espèce de spire macroscopique comme ceci sur le bord. Et donc cette spire macroscopique en fait correspond au m vectoriel n que nous avons prédit à partir des relations de passage à une interface. Alors on peut aussi comprendre ces distributions de charge et de courant en revenant à l'expression des potentiels. Alors ici on va regarder simplement le potentiel scalaire pour le cas électrique, mais on pourrait généraliser au potentiel vecteur pour des dipôles magnétiques. Donc on va imaginer, comme on l'a dit, une distribution de moments dipolaires. Donc P de R' correspond à la densité de moments dipolaires. Donc D3 de R', P de R' correspond au dipôle électrostatique à l'intérieur de ce volume R'. Et on s'intéresse au potentiel électrostatique créé au point R par ce petit volume D3'. Donc on utilise la formule du dipôle électrostatique que nous avons déjà vue. Ça va être D3P' ici, fois scalaire R-R' divisé par 4pi epsilon 0 R-R'. Alors ce que l'on sait, c'est que R-R' divisé par R-R' au cube en module, c'est le gradient par rapport à R' de 1 sur R-R'. C'est le calcul habituel qui nous permet de passer du potentiel en 1 sur R à un champ de vecteur radial en 1 sur R carré. Donc ça veut dire que le potentiel électrostatique total créé par cette distribution, c'est l'intégrale sur tout l'espace de D3V de R' vers R. Et donc ça va être 1 sur 4pi epsilon 0 fois P de R' fois le gradient par rapport à R' de 1 sur R-R' D3'. Et donc ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois, c'est qu'on va intégrer ce terme-là par partie. Donc on va faire apparaître une divergence de P fois 1 sur R-R', que l'on va intégrer grâce au terme de Stolarski pour faire apparaître une intégrale de surface, moins le terme manquant qui est 1 sur R-R' fois la divergence de P. Donc ceci s'écrit en définitive moins 1 sur 4pi epsilon 0 P scalaire n R-R', c'est le terme surfacique qui provient du terme de Stolarski et du terme tout intégré, moins 1 sur 4pi epsilon 0 fois la divergence de P de R', R-R', des 3 de R'. Donc là qui correspond au terme manquant dans l'intégration par partie. Ce que l'on voit, c'est que tous ces termes sont en 1 sur 4pi epsilon 0 R-R', ça correspond au potentiel électrostatique créé par une densité de charge. Ici, c'est une densité de charge surfacique associée à un sigma qui va être égal à P scalaire n. Donc on retrouve la distribution surfacique que nous avons dérivée à partir des conditions de passage aux interfaces. Et ici, nous avons une distribution surfacique, une distribution volumique de charge qui est moins divergence de P divisé par moins divergence de P. Et là aussi, on retrouve ce que nous avions établi à partir de l'analyse de la densité de charge lissée dans le matériau. Donc nous sommes arrivés au bout de cette première partie sur l'écriture des équations de Maxwell dans la matière. Et donc la leçon que nous pouvons tirer d'ores et déjà, c'est que si nous sommes dans une situation expérimentale où l'échelle caractéristique des phénomènes physiques que l'on regarde est grande devant la distance interatomique, eh bien, nous allons pouvoir décrire la matière comme un ensemble de dipôles électriques ou magnétiques et dont les propriétés vont être caractérisées par des densités de moments dipolaires électriques et magnétiques P et M. Dans ce cas-là, on peut réécrire les équations de Maxwell sous forme lissée de la façon suivante. Donc j'ai omis maintenant les barres pour spécifier le lissage. Implicitement, toutes les équations qu'on va écrire à partir de maintenant vont être des équations lissées. Divergence D égale ρ libre. Rotationnel de H égale J libre plus d rond d sur d rond t. Divergence B égale à 0. Rotationnel de E égale moins d rond b sur d rond t. Où D et H sont reliés à E et P et B et M par ces relations-là. Alors ce qu'il est important de constater dans ces équations-ci, c'est qu'elles sont découplées. C'est-à-dire qu'avant, nous avions un ensemble de 4 équations de Maxwell qui reliaient E et B, dont on peut démontrer mathématiquement qu'elles ont des solutions et uniques, une fois qu'on se donnait les sources, c'est-à-dire ρ et J. Ici,
Le fait d'avoir comme variable D et H ici et B et E fait que la connexion entre ces deux équations et ces deux équations-ci est rompue. Donc on a deux jeux d'équations maintenant qui ne sont plus couplés. Dit autrement, à présent on a quatre variables qui sont B et E, D et H, mais toujours le même nombre d'inconnus. Mais toujours le même nombre d'équations. Donc ça veut dire que ce système d'équations-là, en fait, n'a pas de solution unique. Pourquoi ça? C'est parce que fondamentalement, ce que nous donnent ces équations, c'est imaginons que l'on connaisse P et imaginons que l'on connaisse M, c'est-à-dire qu'on connaisse les distributions de charges libres et de charges liées, et même chose pour les courants, eh bien on peut calculer E et B. Mais comme on l'a dit, les charges liées sont des charges sur lesquelles l'expérimentateur n'a pas de contrôle, a priori, et on ne peut pas déterminer, donc a priori, quelles sont leurs valeurs. Les valeurs de P et M proviennent en fait de la réponse de la matière aux excitations extérieures. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends un atome ou une molécule dans un verre ou un milieu diélectrique en général, sa polarisation va provenir du fait que l'on va imposer un champ électrique à de l'extérieur. Et donc on obtient un système couplé où le champ électrique va créer une polarisation, cette polarisation va créer lui-même un champ électrique via ces équations de Maxwell qui vont influer sur la polarisation, etc., etc. Donc on a un système bouclé qui va nous permettre ensuite de résoudre le problème. Donc ce qui nous manque, ce sont ce qu'on appelle des équations constitutives qui vont relier D et H à E et B, ou si vous préférez, P et M à E et B. Et donc ces équations vont décrire comment la matière va se polariser sous l'effet d'un champ extérieur. Et comprendre ces mécanismes de polarisation va être l'objet des cours qui vont suivre.